Il négociera en 2014 à la hauteur de la table. Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Alors pendant une heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler d'un zeste de mobilité, d'une carafe d'eau et d'un peu de tension à Matongué, entre autres, bien d'autres choses encore. Et pour cela, nous avons 4 experts. Tout d'abord, Sylvie Losberg, présidente du Conseil des femmes, psy et historienne. Bonjour. Bonjour. Marcel Sel, blogueur, influenceur et romancier. Bonjour. Bonjour. Vanessa Lullier, journaliste à BX1, dégoteuse de Scoop. Bonjour. Bonjour. Et Karim Fadoul, journaliste à l'RTBF, dégoteur de Scoop. Bonjour Jean-Jacques. Alors, on arrive au bout de la semaine de la mobilité avec le paroxysme demain, c'est-à-dire la journée sans voiture. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup parlé de vélo cette année, parce que le vélo est vraiment en forte hausse à Bruxelles. Alors pour Stéphanie, que nous avons suivie, c'est tous les jours sans voiture, mais avec vélo. Reportage. Allez, recule, hop, allez vous mettre au milieu du garage comme toujours. Pour Stéphanie et ses enfants, chaque matin, c'est le même rituel. Depuis presque 2 ans, la famille utilise le vélo électrique pour se rendre à l'école. Casque sur la tête et ceinture bien attachée, il est temps d'y aller. Ce qui est super pratique, c'est que je ne dois pas chercher de place de parking. Donc c'est l'avantage dans le quartier. La voiture, elle, est laissée au garage. Stéphanie, Manon et Arthur se mêlent à la circulation. Et si sur son vélo, la maman se sent comme un poisson dans l'eau, il y a quand même quelques mesures à respecter. Je mets un casque, je mets des casques à mes enfants, je mets un gilet jaune, surtout quand il commence à faire noir le matin, le soir. Et alors j'ai des lampes de sécurité, je rajoute des lampes au vélo, à l'avant, à l'arrière. Une fois les enfants déposés, Stéphanie reprend les pédales pour se rendre au travail. Le trajet ne lui prend que 10 minutes au lieu de 40 avec la voiture. La première année, ça m'est arrivé 2 fois d'être vraiment prise par la drache et d'être mouillée. Ça a plus animé mes enfants qu'autre chose, donc en fait c'était très sympa. Et non, généralement, il y a des petites pluies, alors je m'arrête, où on met une cape, on est équipé pour et ça pose aucun problème. Je viens même parfois en talons au travail. C'est grâce à un programme d'Infrabel, son employeur, que l'idée d'abandonner sa voiture lui est venue. Depuis 2 ans, on se rend compte que le vélo électrique rencontre un grand succès. Et ça a démarré par des prêts de matériel, puisque convaincre les gens, c'est avant tout leur permettre de faire un test et qui se concrétise parfois par une manière structurelle de changer ses modes de déplacement, comme avec Stéphanie. Et Stéphanie n'est pas la seule. Au total, 70 personnes de l'entreprise ont changé leur mode de transport pour aller travailler. Alors il y a eu, Sylvie Losberg, de plus en plus d'initiatives pendant cette semaine de la mobilité pour abandonner la voiture et aller vers de la mobilité douce. Cette semaine, la mobilité, vous êtes pour ? Oui, mais pourquoi une semaine en fait ? Je pense que c'est un problème qui est vraiment général. On a vu vraiment un changement, je dirais, de l'occupation de l'espace des rues, des routes. Et je trouve que finalement la présence massive des vélos, parce que c'est de ça qu'il s'agit, oblige les conducteurs à sortir de leur position toute puissante. Et en même temps, moi qui conduis, parce que je dois aller dans des tas d'endroits différents, et donc à vélo, c'est pas possible, notamment en province, je trouve que je suis souvent agacée et même effrayée par le comportement de certains cyclistes. Et donc je me demande comment on va arriver à un moment donné à partager tout ça sans agressivité, sans violence, sans qu'il y ait trop de vulnérabilité d'un côté, trop de puissance de l'autre. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Et c'est pas que pour les vélos, hein, ça vaut aussi pour les trottinettes qui traversent en diagonale une rue. Moi j'ai eu un vélo qui est sorti d'un buisson et donc j'ai freiné. Après il crie sur moi, mais je me dis non, je peux pas imaginer qu'il sort du buisson. Voilà, oui, c'est ça, oui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, oui. Marcel Sel. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, moi je suis plus, je trouve le vélo extrêmement sympathique. Il y a des chauffards en vélo comme en voiture, mais les chauffards en voiture sont quand même beaucoup plus dangereux que les chauffeurs à vélo. Mais je pense qu'on se fait des illusions, on s'envoie des très beaux chiffres, genre 5% de cyclistes ou 35 000 cyclistes par jour, mais au kilomètre, le cycliste faisant moins de kilomètres que l'automobiliste, on n'a toujours pas donné une norme au kilomètre, le nombre de kilomètres vélo parcourus à Bruxelles par rapport au nombre de kilomètres voiture. Et je pense qu'il va falloir le faire pour pouvoir vraiment calculer et comprendre pourquoi malgré tous ces vélos, on est toujours embouteillé. Une idée pour Elk van den Brand. Alors vous, Vanessa Lullier. Mais pour revenir sur ce que disait Marcel, justement, en fait, on sait qu'à
en moyenne, les trajets à Bruxelles font moins de 5 km, que ce soit en voiture ou que ce soit à vélo, justement. Et notamment cette semaine, j'avais le directeur de Vilo en ligne qui m'expliquait qu'en réalité, donc les trajets moyens, c'était entre 5 et 6 km avec les vélos. Et donc ça, il y a tout à fait moyen de le faire en vélo. Et moi, je trouve que le fait d'avoir une masse de vélos, ça sécurise beaucoup les cyclistes. Et c'est très bien d'avoir justement... Plus il y a de vélos, plus ce sera sécurisé. Moi, je commence à y réfléchir vraiment, mais pour l'électrique, parce que le sport, c'est moins mon truc. Mais... Et vous, Karim Fadoul? Idem, je suis du même avis, parce que ce qui a permis justement de, quelque part, populariser la pratique du vélo, contrairement à il y a 10-15 ans, c'est l'arrivée justement du vélo électrique. Alors c'est un investissement, les prix ont vachement diminué. Cette semaine, plusieurs banques ont annoncé avoir vu le nombre de prêts vélos augmenter, doubler, plus 80% parfois pour certaines institutions financières, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les gens sont prêts à abandonner leur voiture, à acquérir un vélo électrique pour pouvoir réaliser ces petits déplacements en 5 km, c'est pas du tout énorme, et en vélo électrique ça se fait très très vite. Et puis il y a cet avantage du vélo électrique, c'est qu'on va plus vite évidemment qu'avec un vélo traditionnel, notamment pour les côtes c'est sympa, et on arrive au boulot sans transpiration. Alors, on va voir ce qu'en pensent nos invités politiques, surtout du vélo plus que de la transpiration. On les accueille. Il négociera en 2014 à la hauteur de la taxe. Alors, on reçoit aujourd'hui David Pestiot, le vice-président du PTB qui s'installe, et à ses côtés, Jean-Marc Nollet, le coprésident d'Écolo, réélu depuis 6 jours. Félicitations. Et merci Jean-Marc Nollet d'avoir remplacé au pied levé votre coprésidente qui devait faire en exclusivité mondiale son premier plateau contradictoire télévisuel ici, mais qui le fera sans doute un autre jour. Merci en tout cas d'être venu. Alors, on va commencer par vous, parce que finalement, c'est quand même, c'est un peu le domaine d'Écolo, ça, de voir que le vélo fonctionne si bien à Bruxelles, ce succès énorme. Comment est-ce qu'il y a moyen d'encore l'amplifier politiquement ? Je crois qu'il y a deux objectifs. Il y a d'une part laisser la place pour le vélo et sécuriser la place pour le vélo, parce qu'aujourd'hui il y a encore des endroits dans Bruxelles où on emprunte une piste cyclable et puis on tombe sur un endroit où il n'y a plus aucun repère au sol et où les vélos sont en fait complètement à l'arrêt. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la sensibilisation globale. Le fait pour les voitures de respecter les vélos, pour les vélos de respecter les piétons, et tout le monde doit trouver sa place dans ce nouvel espace. Moi, ce qui m'a fortement réjoui cette semaine-ci, c'est je sors de la gare centrale et je monte vers le Parlement. J'ai vu effectivement une multiplication de vélos par rapport à il y a même 3 ou 4 mois. J'ai l'impression, mais c'est subjectif, j'ai pas encore les statistiques, etc. Mais j'ai l'impression de voir beaucoup plus de vélos, un peu comme si la Flandre, qui a déjà plus l'habitude que Bruxelles du vélo, débordait aussi par le vélo sur Bruxelles, et j'espère un jour en Wallonie, parce que là c'est encore plus en retard. Ça veut dire que Bruxelles se flamandise alors ? Non, ça veut dire que Bruxelles donne de plus en plus de place au vélo, comme en Flandre. Mais en Flandre c'est parfois plus facile parce que c'est plus droit. C'est plus plat. Alors David Pestiot, vous, comment politiquement il y a moyen d'amplifier ce phénomène, s'il faut l'amplifier ? Je crois qu'il faut l'amplifier. Je pense qu'on a besoin, pour des raisons de lutte contre le réchauffement climatique aussi, d'avoir moins de voitures à Bruxelles. Et donc, il faut privilégier, certainement pour les petits déplacements, le vélo. Et donc, ça veut dire effectivement augmenter les infrastructures pour le vélo et la sécurisation. On sait qu'il y a pour l'instant 35% de femmes qui sont parmi les cyclistes. C'est un signe souvent pour dire que ce n'est pas très sécurisé, en tout cas. C'est ce que le grec avance. Il faut beaucoup plus de sécurisation. Et je pense que quand on voit des villes comme Copenhague, qui est vraiment une des villes où on a été le plus loin, on a aujourd'hui, il y a quelques mois, dépassé le nombre de vélos par rapport au nombre de voitures. Donc je crois qu'on va arriver à 50%. Mais je crois qu'à terme, je n'ai pas dit maintenant, mais je pense que c'est vers ça qu'on doit aller si on veut avoir une ville qui respire et où il y a une diminution du nombre de voitures. Je pense que ça, c'est une alternative, avec évidemment les transports en commun, avec un changement d'aménagement du territoire aussi.
parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens se déplacent dans et autour de Bruxelles, c'est parce que l'aménagement du territoire ne convient pas, des grands centres commerciaux aux abords des villes au lieu d'avoir des quartiers intégrés, des déplacements aussi au niveau des boulots qui se font, où les gens sont obligés de déménager hors de Bruxelles parce que les loyers sont trop élevés. Tout ça, c'est lié aussi à la question de la mobilité et à la question du vélo aussi. Karim Fadou. Pour pouvoir pratiquer le vélo, il faut des infrastructures cyclables de qualité, sécurisées, mais ce n'est pas tout. On l'a dit, investir dans un vélo, ça coûte de l'argent. Investir dans tout ce qui est mobilité durable, un scooter électrique, une voiture électrique, ça demande de l'argent, ça demande un investissement pour le particulier. Et on voit que les différentes régions n'ont pas la même réponse par rapport à cela. En Flandre, il y a des primes pour un vélo électrique, pour un scooter électrique, allant jusqu'à 750 €. Pour une voiture électrique, ça va jusqu'à 4 000 €. À Bruxelles, il n'y a rien. Il y a la prime bruxellaire, mais il faut radier son véhicule. Et en Wallonie, là, je pense qu'il n'y a rien du tout. Et on n'a pas forcément un véhicule personnel. Et on n'a pas forcément un véhicule personnel. Comment expliquer ces différences? On va me dire la régionalisation, ok, mais il faudrait quand même pouvoir aussi aider les gens à investir dans ces nouveaux modes de transport. La réponse à ça, Jean-Marc Noël, surtout que ministre verte à Bruxelles pour la mobilité, ministre vert en Wallonie aussi, côté flamand, on verra dans 10 jours quelle sera la couleur du ministre, mais il ne sera pas vert, ça on le sait. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer justement, pousser à utiliser le vélo électrique? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que ça doit se faire ou pas? C'est prêt à 0% aussi, par exemple. Par exemple, oui, bien sûr. Mais ça peut se faire et ça doit se faire. La priorité qui a été donnée au niveau wallon dans l'accord, c'est l'infrastructure, parce qu'on est tellement en retard qu'il faut... Ça sert à rien d'aider à acheter des vélos s'il n'y a pas les pistes cyclables et s'il n'y a pas les voies. Donc ça, c'est la priorité au niveau wallon. Et par ailleurs, il n'y a pas que le vélo, puisque à Bruxelles, ça a peut-être plus de sens encore, vu la concentration dans des... Allez, je voyais encore les dernières statistiques, 2/3 des déplacements à Bruxelles pour les Bruxellois, c'est moins de 5 km. En Wallonie, c'est un peu plus compliqué. Et donc, en Wallonie, la priorité, c'est l'accès au transport en commun. Et là, on a des politiques qui vont viser le développement progressif de la gratuité, aussi dans les transports en commun, idem à Bruxelles. Et je pense qu'il y a là un choix qui est fait, effectivement, de moins sponsoriser la voiture et de davantage sponsoriser les transports en commun les moins polluants, que ce soit le vélo ou bien c'est pas un transport en commun, le vélo. Si, les tandem et les cuisses-têtes. Moins polluant. Les transports moins polluants. Que ce soit le bus, le tram, le métro ou bien le vélo. Oui. Alors, justement, David Pestiou, ça, le PTB demande depuis longtemps la totale gratuité des transports publics. Donc ça en prend le chemin en tout cas, peut-être pas total, mais il y a déjà... Oui, je pense que c'est quelque chose de positif, même si je pense que le problème essentiel, c'est rare que le PTB dise qu'une décision d'un gouvernement est positive, c'est bien. Oui, bien sûr, on n'est pas toujours en désaccord, pas toujours. Très bien. Non, mais ce que je pense qui est important sur la question de la gratuité, c'est pour ça qu'on défend la gratuité, je pense que certains partis ne la défendent simplement pas pour tout le monde, c'est que les gens qui utilisent les voitures, c'est entre 25 et 65 ans. Or, maintenant, les mesures sont prises pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. Donc, je crois que si on veut vraiment avoir un shift modal, on doit arriver à toucher tout le monde. C'est ce qu'on voit aussi, par exemple, dans des villes qui le font avec succès, comme Dunkerque, où on a un vrai shift modal. C'est comparable à Bruxelles, Dunkerque. Non, mais rien n'est comparable. Mais évidemment, rien n'est comparable. Et il faut aussi arriver à avoir des nouvelles choses dans des plus grandes villes. Mais Dunkerque, c'est 200 000 habitants. Donc, ce n'est pas une petite ville. Et il y a un shift modal parce qu'il y a une fréquence plus grande des transports. Et il y a à la fois la gratuité, ce qui fait que les gens alors abandonnent leur voiture pour les déplacements vers la ville. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Et deux, moi, je ne crois pas tellement aux primes, mais certainement pas pour les primes de voitures électriques. Je crois que ça favorise les gens qui ont le plus de revenus. Et pour les vélos pour les vélos, moi, je pense si on doit investir, c'est dans les vélos partagés. On a les vélos, mais on doit avoir quelque chose qui devrait être, à mon avis, public, qui devrait être beaucoup plus accessible, lié aussi au transport en commun. Donc c'est par tous ces acteurs du privé qui font des trottinettes, des vélos. Oui, parce que c'est le chaos complet à Bruxelles pour l'instant à ce niveau-là. Il faut avoir une approche beaucoup plus, à mon avis, planifiée sur le déplacement, sur la manière dont on travaille avec ça. Par exemple, que la STIP s'en occupe, c'est ça votre idée? Que la STIP s'occupe aussi de En tout cas, que ce soit dans les mains, que ce soit pas quelque chose qui est
laissé à une firme qui veut en faire du profit. Je trouve ça aberrant que la question du vélo soit dans les mains du privé. Et très important pour nous, c'est qu'évidemment, la question des infrastructures pour le vélo doit être liée. Donc si on doit investir, là je rejoins Jean-Marc Nollet, il faut investir effectivement dans l'infrastructure, parce qu'à Bruxelles, la sécurité, c'est quand même un grand problème pour les gens qui font le vélo. Qu'est-ce que vous pensez que le service pouvoir public s'occupe aussi des vélos partagés, des trottinettes en free-floating et autres? On voit que c'est un peu l'anarchie pour l'instant, et y compris, et je pense que là, il faut faire un appel à tous ceux qui nous regardent et qui utilisent régulièrement ces trottinettes ou ces vélos, y compris en termes de manque de respect pour les piétons. Parce que n'oublions pas qu'à Bruxelles, il y a aussi piétons de piétons. Est-ce que c'est le pouvoir public qui doit le faire, ou bien ce sont des entreprises? Moi, j'ai une vision où le pouvoir public doit réguler les choses. Et s'il y a un contrat, s'il y a des missions bien claires, effectivement, s'il y a un accès, si c'est régulé, pour moi, il peut y avoir différents types d'opérateurs. Je ne suis pas contre l'idée que le public puisse le faire. On l'a vu au développement au niveau des vélos. On peut le voir dans d'autres occasions. Mais en tout cas, la responsabilité du politique, c'est de réguler. Alors, le débat sous le privé et le politique, on y revient, privé et public plutôt, avec l'affaire Nethys-Brutélé. Alors, les communes bruxelloises empêchent donc Stéphane Moreau et ses amis de gérer comme bon leur semble les avoirs de Nethys. Un imbroglio où l'on retrouve une étonnante utilisation de fonds publics au profit de personnes privées finalement. Et cela ne concerne pas que les Liégeois, ça concerne les Bruxellois, puisque en conseil d'administration cette semaine, Brutélé a bloqué l'opération. Alors, démonstration par Marine Guillet. Au cœur des négociations se trouve la vente des actifs de Nethys demandée par le gouvernement wallon à la suite de l'affaire Publifin. Nethys, société de droit privé, gère donc les actifs de sa maison mère, Enodia. Parmi les filiales sous la coupe de Nethys, on retrouve VOO, le réseau de télédistribution. La semaine passée, Le Soir rapportait que Nethys avait trouvé un repreneur pour VOO, à savoir un fonds de pension américain nommé Providence. Mais voilà, Nethys est allée très vite, trop vite même, puisqu'elle n'est pas propriétaire à 100% de VOO. En effet, Brutélé, une intercommunale regroupant 30 communes, dont 6 bruxelloises, a des parts dans VOO. Et c'est par les journaux que Brutélé a appris l'offre de vente entre Nethys et les Américains. La maison mère Enodia qui dirige Nethys n'est même pas informée de ces transactions. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. On ne connaît pas les conditions de reprise, le montant, la reprise pour le personnel. Donc on est dans je dirais, l'obscurité la plus totale. Ça ne va pas pour un marché comme ça. On n'est pas au royaume des cow-boys. La vente de Brutélé se fera, mais les communes actionnaires exigent une transparence parfaite dans les négociations avec le futur acheteur, ce qui n'est pas le cas dans le dossier américain. Alors Marcel Sell, est-ce qu'on est chez les cow-boys? Ah oui, on est complètement... Là c'est le Far West. C'est entre la mafia et le Far West, je dirais. Parce qu'on a quelques capitaines d'industrie qui tiennent le ranch, qui au départ étaient intercommunal et puis pseudo-interrégional pour des raisons d'ingénierie légale. Et entre eux, ils s'échangent un peu les chevaux, quoi, mais qui sont les chevaux... public, là, j'explique de façon imagée, que tout le monde puisse comprendre. Mais je prends un exemple qui m'a vraiment marqué dans cette histoire, c'est la vente. Donc, on a parlé d'une vente pour 1 euro symbolique d'Elicio, qui est la filiale éolienne de Nethys. C'est pas cher. Ah oui, c'est pas cher, surtout que Elicio, c'est un actif de 320 millions d'euros. Il y a à peu près autant de dettes, mais c'est des dettes à plus de 5 ans. Et entre-temps, elle fait entre 2 millions et 2,5 millions de bénéfices par an avant impôt. Donc, 1 euro symbolique pour pouvoir toucher 2,5 millions de bénéfices l'année suivante. Bon, il y a les impôts qui passent. C'est juste complètement délirant. Et Elicio, alors le PTB a proposé de le garder dans le public, mais Elicio, c'est absurde aussi de l'avoir même acheté ou de l'avoir développé. Pourquoi? Parce que ce sont des communes liégeoises au départ, ça tout le monde le sait, et des communes wallonnes au sens plus large. Or, Elicio fait des parcs éoliens offshore et inshore en Flandre, en France, en Serbie, au Kenya.
Qu'est-ce que les communes liégeoises vont faire au Kenya? Alors effectivement, il faut assainir tout ça. D'accord, l'éolien dans le public, moi je trouve ça une très bonne idée, mais l'éolien wallon alors? Alors, David Pessier, on va commencer par vous. Donc, sans jeu de mots, quand vous voyez ça, vous vous dites, il suffit que tout soit public et vraiment public? Je pense que d'abord, c'est assez hallucinant ce qui est en train de se passer, parce que c'est 3 jours avant les élections que des décisions sont prises dans le plus grand secret. Visiblement, le MR et le PS étaient au courant. Donc je trouve que là, on a trompé carrément les gens donc sur la manière dont on allait développer l'économie. Et si on avait un problème avec le PS dans la table des négociations, c'est justement cette confiance qui n'a jamais été là, notamment sur cette question du développement économique. Parce que évidemment, pour nous, des choses aussi importantes que la question de l'énergie renouvelable, vu les défis climatiques, ça doit être dans les mains du public, effectivement. Pas au Kenya, hein. Entendons-nous, mais il doit y avoir des entreprises publiques qui gèrent la question de l'énergie, parce que sinon on la laisse dans les mains. On la laisse dans les mains de... C'était une entreprise publique avec des administrateurs. Justement, publics, on peut avoir... Ça n'a pas très bien fonctionné. Non, donc justement. C'est pas la solution, David C'est peut-être Pesquet. la solution s'il y a un vrai contrôle démocratique et s'il y a des buts qui sont clairement faits. Parce que l'opacité, elle vient de où? L'opacité est que M. Moreau, qui est un manager public, c'est devenu un capitaliste sans capital, qui est devenu maintenant un capitaliste avec capital, puisqu'il est en train d'acheter. Et il veut développer cette entreprise... Mais il ne l'a pas caché, hein? Non, il ne l'a pas caché, mais c'est le comble qu'on l'a laissé faire. C'est fort pour un socialiste, hein. Mais c'est quand même fort qu'il a réussi maintenant à faire cette opération, ou en tout cas on espère qu'elle va être empêchée. Mais donc sur la question de l'énergie éolienne, je crois qu'au lieu d'avoir une démarche de privatiser, de libéraliser, il faut aller dans le sens d'avoir une énergie dans les mains du public. Et c'est la même chose pour vous, parce que quand on voit Providence a été privatisée. Vous savez que l'entreprise Providence... C'est l'entreprise américaine qui a racheté vous, et qui est donc dans l'affaire de Brutélé, qui concerne Brutélé. On a été un peu fouillé. Elle a racheté la télécommunication, l'organisation de télécommunication irlandaise publique. Les syndicats irlandais, 10 ans après, ont fait un congrès spécial pour dire que c'est la plus grande erreur économique après les banques. Donc, ils ont perdu de l'argent, il y a eu des licenciements massifs et les prix ont explosé. Bon, donc on doit garder Stéphane Moreau, puisqu'il gère mieux. Non, pas du tout. Pas du tout, ça c'est votre interprétation. Il faut en mettre un autre. Oui. Il faut en mettre un autre, parce que Stéphane Moreau, lui, il veut devenir privé. Oui. Alors, Jean-Marc Nollet, vous avez été assez dur avec Stéphane Moreau. Et donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Je suis assez content. Je suis assez content parce que les choses commencent à apparaître clairement, y compris sur le rôle très néfaste qu'a pu avoir Stéphane Moreau, mais déjà depuis un certain temps. Vous savez, nous, ça fait des années, et Stéphane Azé était le fer de lance, mais d'autres ont pris le point d'appui derrière pour avancer en commission d'enquête d'une part, et ensuite maintenant publiquement. Et au moment de la formation du gouvernement, nous avons été très clairs avec Elio Di Rupo, avec Paul Magnette, mais aussi avec Charles Michel, en disant, pour nous, il faut appliquer toutes les recommandations. Parce que le président du gouvernement louvoyait, tournait autour du pot et ça n'avançait pas. Et si dans les 6 mois, ce n'est pas fait, au plus tard dans les 6 mois, on prenait la main sur l'entreprise. C'est-à-dire que le gouvernement... Si, on a dit au maximum 6 mois. Hein, okay. C'est en déant les 6 mois, pour être très précis. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit M. Sell. J'ai juste une nuance. Sur le offshore... en mer du Nord, attention, ce n'est pas la Flandre. Absolument. Attention, le offshore, ça appartient à la Belgique. Donc, il me semble. Oui, mais attention, parce que c'est une vision qui se développe au nord du pays. Oui, mais la Belgique n'appartient pas aux communes liégeoises, c'est ça que je veux dire. D'accord. Mais quand vous, elles essaient d'imposer quelque chose à Brutélé. Non, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais quand les opérateurs publics investissent en mer du Nord, il me semble logique, sain et nécessaire qu'il y ait des Wallons et des Flamands. Ça ne peut pas être que des Flamands. Et là, de ce point de vue-là, maintenant, ça n'empêche rien et ça ne retire rien à tout le reste de l'analyse. Mais ce volet-là me semble être important parce que la mer du Nord n'appartient pas à la Flandre, ça appartient à la Belgique. Sylvie Losberg. Oui, moi j'aurais une question peut-être plus politique par rapport au contrôle que l'on peut exercer dans ce genre d'entreprise et notamment la composition des conseils d'administration. Est-ce que les personnes qui sont envoyées dans CCA et qui ont des profils politiques ont une formation pour comprendre ce qui se passe, pour anticiper peut-être les conséquences des décisions?
non, c'était pas dans la question. Mais je ne sais pas parce que... Publifine, en tout cas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être c'est aussi un lot de consolation pour certains élus qui n'ont pas été élus, et que donc il y a là quelque chose dans la gouvernance à mettre en évidence à côté, je dirais, de tout le volet tuyauterie économique. Jean-Marc Nollet. Ben oui, tout à fait. Dans les comités de secteur, parce que le problème de Publifin vient de là. Les comités de secteur, c'était des gens qui venaient juste pour toucher de l'argent. Allez, la plupart en tout cas. Et sans aucune formation, sans aucune compétence, ils ne demandaient même rien qu'en termes de contrôle. Ça a été baqué par la commission d'enquête. Ça a été. Maintenant, Enodia, nouveau conseil d'administration, nous a envoyé Muriel Jerkens, ancienne parlementaire, ancienne chef de groupe au fédéral, qui a une formation et qui, ben oui, rue dans les brancards, on l'a encore vu cette semaine-ci, mais nous ne sommes pas dans Netis. Nous ne sommes que à Enodia. Et à Enodia, malgré tout le travail qui est fait pour essayer de voir clair, des choses ne sont pas ramenées au conseil d'administration. C'est parce qu'à Netis, on a mis du privé. À Enodia, on met du privé. Non, c'est parce qu'à Netis, ils ont restreint et il n'y a que PS et MR. Alors, David Pestiot, je voudrais aussi la réponse de David Pestiot à la question de Sylvie Osbert. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il faut avoir effectivement une expertise et nous, on n'était pas du tout dans Enodia Publifin jusque maintenant. On va rentrer avec Damien Robert qui est notre chef de groupe à Serein. Je crois qu'il connaît assez bien le PS liégeois et donc particulièrement cérésien, parce que je peux vous dire que c'est pas gratiné quand on va là-bas. Donc et il travaille sur le dossier depuis assez longtemps. Donc je crois qu'effectivement il faut avoir les deux, mais il faut aussi avoir des gens qui veulent le développement de quelque chose qui est public, pas quelque chose où en fait on ferme les yeux. Parce que le problème des comités de secteur, c'est qu'en fait on a acheté les gens, on leur a donné de l'argent pour qu'ils ferment les yeux et pour que M. Moreau fasse sa politique telle qu'il a voulu la faire, qui a été une politique de plus en plus de privatisation larvée, de commercialisation, dont on voit maintenant l'aspect final, c'est-à-dire on va revendre pour soi-même la firme qui a été créée par le public. Après moi, on va encore apprendre d'autres choses. C'est pas encore le point final. Non. Et c'est pas sûr que ces ventes vont avoir lieu non plus. Et par ailleurs, oui. Absolument. Parce que l'Europe pourrait s'en mêler. C'est ce que Stéphane Azé a encore dit hier au Parlement. À un moment donné, si on vend alors que les raisons économiques ne sont pas du côté de la vente, il y a manifestement possibilité d'intervenir parce que ça pourrait être une forme d'aide d'État. Alors, Karim Fadoul, pour conclure sur ce chapitre. Monsieur Pestiot, vous avez dit que la vente avait été faite dans le secret, mais peut-être pas, que certains au PS et au MR étaient peut-être au courant de la vente de vous juste avant les élections. Vous avez acquiescé, Monsieur Nollet. Donc pour vous d'être convaincu que des PS et des MR étaient au courant de la vente de vous J'ai vu les éléments apparaître dans la presse. Je n'en avais pas d'autres éléments avant. Mais effectivement, certains étaient au courant puisque les opérateurs eux-mêmes ont dit nous avons prévenu les grands responsables liégeois des partis concernés. A dit, effectivement. Donc voilà, moi je prends acte de cela. En tout cas, je peux vous dire que nos liégeois n'ont pas été prévenus et que moi-même je n'ai pas été prévenu avant les élections. Donc ça ne peut être que les autres, c'est ça. Non, c'est-à-dire que c'est la majorité à la province. Et la majorité à la province, elle est PS-MR. Et la province, c'est 51%, de Publifin devenu Enodia. Vanessa Lullier, le mot de la fin. Mais visiblement, même au sein du PS et du MR, en tout cas à Bruxelles pour Brutélé, pour les avoir eus en ligne cette semaine, ils n'étaient pas non plus au courant de cette vente. Ça, donc, tout à fait. En tout cas, les informations ne sont pas passées entre la Wallonie et Bruxelles par rapport à ça. Tout à fait. Et heureusement que Brutélé s'est rebellé. Et je dirais, allez, je suis sur un plateau bruxellois, heureusement que Brutélé s'est rebellé ici. Parce que c'est aussi avec leurs interventions que la clarté devient de plus en plus grande, soyons clairs là-dessus. Et c'est sans doute grâce à eux que peut-être ces opérations-là ne pourront pas toutes se faire. Pas seulement, mais aussi. Ok, merci. On va passer à notre sujet suivant parce qu'on s'est installé cette semaine, on a aménagé, on a déménagé. C'est un peu le lot d'un nouveau gouvernement comme celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, renouvelé, mais aussi des assemblées, Parlement bruxellois et autres, ou même la Chambre qui s'est installée. Reportage mardi, c'est dans les travées du Parlement de la Fédération. Moment solennel au sein de l'hémicycle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui commence d'abord par la passation de pouvoir entre deux hommes. Rudy Demotte devient le président de l'Assemblée. Et sagement assis de l'autre côté, au premier rang, deux Bruxelloises qui font leur premier pas dans cette institution, Caroline Désir, ministre PS de l'enseignement obligatoire, et Valérie Glatini, ministre et maire de l'enseignement supérieur, prêtent serment devant leur père. Je jure fidélité au père, obéissance à la Constitution et aux lois du Québec. L'exercice a demandé un désir de prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Québec. La prestation de serment, un acte qui reste rempli d'émotions. Alors à la sortie, quand on leur demande comment ces nouvelles ministres ont dormi la veille,
Peu. Pas très bien, non. Je dois reconnaître, c'est un moment d'émotion, un moment de stress aussi. Du stress et des dossiers compliqués, elles en sont toutes les deux bien conscientes. Ce qui est compliqué avec l'enseignement, c'est que tout le monde a un peu un avis sur l'enseignement parce qu'on a tous été à l'école, on a des enfants qui vont à l'école, etc. Et on sait que c'est un sujet très sensible au fond, puisque chacun veut le meilleur pour ses enfants. Mes premiers objectifs, c'est de faire le tour avec les acteurs de terrain, bien étudier les dossiers, bien étudier la feuille de route que constitue la déclaration de politique communautaire. Après une photo de famille, place au dossier brûlant. Une 70aine d'élèves restent dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, sans école, 15 jours après la rentrée. Alors, Jean-Marc Nollet, on a beaucoup charrié, les Bruxellois l'ont beaucoup dit, il y avait peu de Bruxellois autour de la table pour négocier l'accord arc-en-ciel Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y en avait même pas du tout. Sauf 50% de Bénédicte Linard, parce qu'elle a vécu à Anderlecht assez longtemps. Est-ce que les Wallons ont pensé aux Bruxellois quand ils négociaient ? Constamment. Et les Bruxellois étaient présents, puisque le Retonkeling, ça a été régulièrement présent également. Donc avec Bénédicte Linard. Assez peu, on m'a dit, mais enfin bon. Ouais, quand on discutait des aspects fédération, il y avait quand même... En tout cas, par rapport au programme, par rapport aux objectifs, c'est clair. Et vous voyez le résultat. Quand on dit aujourd'hui qu'il faudra prendre en considération, notamment pour les inscriptions dans l'enseignement, des spécificités de bassin, c'est pas écrit Bruxelles, mais c'est pensé très fortement Bruxelles. Quand on dit qu'il faut aussi prendre en compte des territoires et des enjeux qui sont propres à des régions biculturel, c'est pensé Bruxelles, c'est pas écrit tel quel, mais c'est pensé comme ça. Quand on voit aussi sur la question de la petite enfance dont devra se charger Bénédicte Linard, qu'on sait qu'à Bruxelles, il y a des enjeux plus importants parfois qu'ailleurs, quoique dans des grandes villes en Wallonie aussi on a le problème, il y a une réflexion qui a été portée par tous les négociateurs, en tout cas au niveau du résultat, sur une particulière attention sur la situation particulière à Bruxelles. Quand vous voyez les gouvernements se former, David Pestiot, vous n'avez pas un regret de ne pas en être ? Bon, en tout cas, quand je vois l'affaire Publifine, non. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Non, mais c'est l'aspect de l'avoir la confiance avec des gens avec lesquels on travaille. Donc non, on a un regret effectivement de ne pas avoir pu convaincre le Parti Socialiste, parce que c'est avec lui qu'on a discuté, c'est pas avec Écolo. On a d'abord discuté avec le Parti Socialiste. Ça se serait mieux passé si vous aviez pu discuter avec Écolo d'abord, si Écolo était arrivé en tête. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, à Bruxelles, on n'a pas eu l'occasion de continuer, parce que là, on a été opté par le PS, donc on a remis une note de discussion, j'étais là, donc on n'a pas continué, on n'a pas eu la possibilité. Et en Wallonie, on a voulu avoir une rupture sur la question de l'austérité européenne, on ne l'a pas eu, et on n'a pas eu non plus sur la question de la politique économique. Et donc l'affaire de Publifine n'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec le gouvernement, je pense que ça a à voir avec la manière dont on envisage la politique économique en Wallonie, notamment sur le lien avec la relation entre le privé et le public, les investissements qu'on doit faire. Oui, mais on ne va pas revenir sur ce débat-là maintenant. Mais vous avez aussi réagi pendant la semaine, parce qu'on a beaucoup parlé d'indemnité de sortie des différents députés. Et au PTB, il y a Francis Delperret, lui qui a décidé carrément de ne pas demander ces indemnités de sortie, c'est le seul. Et au côté PTB, il y a 2 ex-députés régionales. D'ailleurs, on se demande pourquoi elles n'étaient plus députées régionales et pourquoi elles n'étaient plus candidates. Mais enfin, soit, elles ont quitté le boulot et elles ont décidé de faire don de leur indemnité de sortie à des associations. C'est purement démagogique, ça, puisque cet argent, il est quand même enlevé du Parlement pour le donner au PTB, même si après... on donne à des associations. On le donne aux associations de lutte contre la pauvreté à Bruxelles, en Wallonie. Oui, elles existent, mais elles ont souhaité rester dans l'anonymat, je pense. Oui, alors ça c'est pratique. Donc si vous donnez à des associations du PTB... vous pouvez... Non, elles ne sont pas données à des associations du PTB, les gens qui sont... Non, elles ne sont pas proches, ce sont des associations de lutte contre la pauvreté qui n'ont rien à voir avec le PTB. Et elles ont souhaité simplement être dans l'anonymat parce qu'elles veulent rester indépendantes. Ça me paraît logique dans leur démarche. Mais ça n'aurait pas été plus simple de prendre l'argent au Parlement, par exemple, de dire, comme Francis Delperret, on ne le prend pas. Parce qu'on trouve que c'est pas bien qu'il y en ait. D'abord, je constate que l'ensemble des députés, à part Francis Delperret
et à Bruxelles et en Wallonie l'ont pris pour eux-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'ils n'ont pas donné des indications. Et deux, je pense que l'idée qu'on a derrière dans le fait que ces deux députés ont donné cet argent, c'est de le donner à des associations qui luttent sur le terrain pour un changement, structurel, oui, pour la lutte pour le logement, la lutte pour le fait que les allocations soient au-dessus du seuil de pauvreté, donc pour des changements structurels. Et ça nous paraît mieux que dans une institution ou à un État qui peut parfois le donner pour des bonnes choses, mais aussi pour des entreprises, des grandes entreprises polluantes, subsidiées, ça ne m'intéresse pas tellement, ni pour des voitures de société. C'est pour ça qu'il faut être dans les gouvernements pour pouvoir décider qui obtient... Oui, si on a les possibilités d'une vraie rupture. Jean-Marc Nollet. Moi, je plaide pour un système transparent. Parce qu'on ne voit pas clair. On dit qu'on a fait, etc. Moi, je plaide pour un système transparent. Et je plaide pour un système... Parce qu'il ne faut pas de démagogie autour de ça. Aujourd'hui, et on a vécu le cas chez Écolo dans le temps, pas sous cette législature-ci, mais précédemment. Un ouvrier était devenu député chez nous et il avait quitté sa fonction d'ouvrier. Mais au bout de la période, il avait fait une courte période, il a eu ses indemnités de sortie et après ça, plus rien. Plus rien. Il n'y a pas de statut social. Et là, il y a quelque chose qui doit encore, me semble-t-il, s'améliorer. Par contre, là où ça ne va pas, c'est quand ce revenu post-mandat est cumulé avec autre chose. Pour moi, ça doit être une sorte de garantie de revenu. Pendant un certain temps, le temps de trouver un autre job. Et c'est pour ça que certains chez nous disent, moi, pour l'instant, parce que c'est mensuellement que ça tombe, c'est pas un paquet qu'on ne reçoit pas, et parfois on dit ça, mais c'est pas ça. Ouais. On pourrait l'arrêter. Eh bien, c'est dans ce système-là que nous sommes entrés. Ceux qui n'ont pas, chez nous, retrouvé du boulot, demandent cette indemnité, ils n'ont pas droit au chômage. Pour l'instant, il n'y a pas cette... Mais ce serait mieux qu'il y ait une règle qui soit la même pour tout le monde. Et qui soit transparente pour tout le monde. Parce que dire, on prend l'argent, puis on le donne, etc., bon, je peux comprendre à la limite, mais c'est quand même, pour moi, de l'argent public qui devrait rester dans le public. Et c'est au public à décider de mettre plus sur la pauvreté, plus sur la mobilité, plus sur les transports en commun, plus et plus et plus. Ça devient une forme de privatisation des biens publics. Ah ben donc oui, vous privatisez alors, c'est ça que Jean-Marc... Je suis sidéré. Oui. Je suis sidéré par le propos. Non, mais vous avez quand même une capacité un peu de recul, ne vous laissez pas entraîner. Non, mais c'est vous qui commencez sur la privatisation de... J'ai dit simplement que je pense que c'est important. Le geste qui a été donné... Qui l'ont donné dans une action qui se fait pour émancipatrice, qui change les choses. Mais pour revenir à ce qu'a dit Jean-Marc Nollet... Sur la transparence. Sur la transparence. Mais c'est évident, nous on a déposé un projet de loi qui dit qu'il doit y avoir le même statut pour les parlementaires que pour les travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un droit à une allocation de chômage, évidemment. C'est-à-dire que des gens qui interrompent leur carrière, et nous en avons qui sont des travailleurs, parce qu'il y en a très peu, nous on a 4 nouvelles, des ouvriers qui rentrent et qui effectivement sont confrontés à ce problème s'ils arrêtent, il faut avoir un statut où on peut, et on l'a défendu, on l'a même déposé, et donc on est contre ces primes, parce que ces primes sont exorbitantes. Quand Madame Laurette Onkelings, 48 mois à 5 000 €. Excusez-moi, mais c'est quasiment la prime de départ du CEO de la Poste qui a provoqué tellement de remous. C'est énorme. Mais Jean-Marc Nollet, d'accord pour en faire juste un système chômage. Ok, vous êtes d'accord là-dessus. On va passer aux têtes d'affiche à présent. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités à chacun. Vous allez en choisir un ou une qui vous inspire. On commence par vous, David Pestiot. Je vous propose tout d'abord Anthony van den Borre, le joueur de caractère qui revient à Anderlecht, ou alors Zoubida Gelab, l'échevine écolo qui veut stériliser les chiens et les pigeons, Sandrine Dufour qui remplace Dominique Leroy, transitoirement à la tête de Proximus, ou alors Foulek Ringelheim, le juge honoraire et romancier qui est décédé dimanche dernier. Qui choisissez-vous? Van den Borre, Gelab, Dufour ou Ringelheim? J'ajouterai que Sandrine Dufour, elle, on ne sait pas encore si elle va faire un délit d'initié. Je suppose que ça pourrait vous intéresser d'en parler, mais soit, je ne veux pas vous donner d'indications sur vos commentaires. Comment ce serait un délit d'initié? Oui, c'est ça, exactement. Je dirais coup de cœur et coup de gueule. Coup de cœur, évidemment, pour Anthony van den Borre, parce que c'est un garçon vous avez qui draqué un choix, hein? Ah oui, mais je vais en profiter pour en faire 2, rapidement. Alors, rapidement. Anthony van den Borre. Attendez, on vous donne ça, vous prenez ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est tout à fait les communistes. Oui, c'est ça. Bon, donc Anthony van den Borre, vous êtes content, et la personne où vous n'êtes pas content? C'est Sandrine... Dufour.
Il faut, parce que je pense que ce qui se passe à Proximus, c'est assez hallucinant. Donc, on a quelqu'un qui a en fait organisé la restructuration d'une entreprise, a mis 1900 personnes à la porte et puis s'en va. Et va en plus chez un concurrent. Donc, on est vraiment dans le côté totalement absurde du capitalisme. Il vaudrait mieux avoir un manager public chez Proximus? Ben oui, je vais dire... Proximus, donc on a tellement de questions aujourd'hui sur la télécommunication, sur Internet, sur le fait que en fait, des firmes privées mettent la main sur vos données, que si on a la possibilité, et encore une fois, je ne suis pas pour Proximus tel qu'il est aujourd'hui, qui est quelque chose de relativement opaque, qui est vraiment contrôlé. Non, pas la RTT, justement. Je trouve qu'il y a la RTT d'antan, c'était bureaucratique, c'était pas sous le contrôle des gens. Donc il doit y avoir une communication sur ce qui se passe dans ces entreprises, sur ce qu'elles font, sur leur politique, et ça doit être apporté au niveau des citoyens. Alors, vous, Jean-Marc Nollet, je vous en propose 4 autres. Luc-Marie Robin, photographe qui a fait don de 200 de ses photos de déportation au musée War Héritage. Le prix Nobel Denis Mukwege, qui a son buste et un auditoire à Erasme. La cinéaste Agnès Varda, honorée post-mortem par une salle à Flagey. Ou Nicolas Ullens de Schoten, l'espion qui en voulait à Didier Renders. Alors, Luc-Marie Robin, Denis Mukwege, Agnès Varda ou Nicolas Ullens de Schoten. Agnès Varda, et ça me donnera l'occasion probablement de revoir une partie de son œuvre que je n'ai pas encore l'occasion de voir. Très bien, et tout ça, vous ferez ça à Flagey. Alors, il y a une longue visite d'État cette semaine à Bruxelles, c'était la visite du président congolais Tshisekedi. Accueil globalement chaleureux, côté belge, plutôt mitigé dans la communauté, avec cet exemple à Matongé, reportage de Marine Guillet et Manon Hugui. Nancy est sénégalaise. Elle a ouvert son resto il y a 8 ans à Matongé et elle y accueille régulièrement les Congolais du quartier. Pourquoi tout le temps là un groupe pour des réunions? Ils me disent oui, c'est à l'arrivée du président, tout ça. Et j'ai demandé un peu leur avis, savoir, il y a certains qui sont pour et d'autres non, ce qui est évident. Sentiment mitigé donc, selon notre hôte qui nous accompagne dans le quartier. Nous sommes à la recherche de ces habitants congolais. Certains arborent le t-shirt offert par un commerçant du coin. Depuis hier, je n'ai pas dormi. Et vraiment, je suis très, très fier et très content. On parle de friction quand même ici, même au sein de Matongé. Tout le monde n'est pas d'accord? Voyons voir, je ne vois personne. Que du positif et de l'espoir, la diaspora congolaise a décidé de faire la fête. Et ça fait un bail qu'un président de la République d'Isaïe ou bien du Congo puisse fouler la terre belge. Donc on est prêt à l'accueillir. On a dû partager des t-shirts, des casquettes, des pagnes, des badges, des porte-clés. Mais on va danser, on est dans la joie, c'est tout. C'est notre président qui vient, qu'est-ce qu'on va... Même si tu l'aimes pas, il est toujours président. Il n'y a pas de fête. On a volé l'élection ou le vote de la population ou du Congo. Donc nous, on n'est pas d'accord. Les gens qui reçoivent ici Félix Tshisekedi, ce ne sont pas la diaspora congolaise. Dans le quartier de Matongé, on ne sait plus quoi penser. On a ressenti les gens un peu tendus ici. C'est normal, le pays a faim, les gens souffrent. Il n'y a rien qui s'arrange. On ne fait que nous bluffer depuis des siècles et des siècles. C'est normal que les gens soient tendus. Le futur décidera de l'harmonie. Sylvie Losberg, les relations au Congo-Belgique, ça a toujours été un petit peu difficile. Oui, c'est difficile. Je voudrais dire 2 choses. La première, c'est qu'au Congo, depuis de très nombreuses années, la situation est évidemment catastrophique. En tant que présidente du Conseil des femmes, nous soutenons les femmes de la diaspora congolaise qui sont en contact permanent avec leurs proches et leurs familles. Et je peux vous dire que parfois, c'est des soirées entières avec des coups de fil où les gens sont molestés s'ils ne sont pas assassinés. Et donc, on projette le 16 octobre un film d'une réalisatrice et d'un producteur belge qui s'appelle Lucha Congo. Et c'est une réalisatrice qui est partie sur les traces d'un mouvement citoyen au Congo. Donc ce sont des gens qui ne sont pas politiques, qui ont créé un mouvement de jeunes, ça s'appelle la Lucha. D'ailleurs, ils connaissent très bien Denis Mukwege, et c'est un film qui montre à quel point il y a un désespoir dans beaucoup de générations au Congo, et que cette jeune génération essaye vraiment de... Donc il faut les aider. Oui, je pense qu'il faut les aider, et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est au Hall de Schaerbeek le 16 octobre à 18h30. Et sur les relations entre la Belgique et le Congo, moi j'ai une petite expérience personnelle, parce que, bon, vous l'avez dit, je suis historienne, et j'ai fait un jour un livre d'histoire de Belgique pour les enfants à colorier. Et
j'ai fait 2 pages sur le Congo, une page sur Léopold II et puis une page sur la vie au Congo, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Et c'était il y a 15 ans. Et je me souviens que dans les classes, les petits-enfants étaient mais vraiment surpris d'apprendre ça. Et les professeurs me disaient, ça nous fait beaucoup de bien d'avoir ça parce qu'en une demi-page, on sait au moins sur quoi s'appuyer. Donc ça veut dire que la transmission des relations Belgique-Congo, on est encore très loin de pouvoir en parler pour pouvoir aller au fond des choses et que chacun puisse se faire une opinion. C'est pas tout bon, tout mauvais. Il y a vraiment là un réservoir, je pense, qui peut aider aussi la Belgique à mieux comprendre où on en est aujourd'hui, parfois par rapport à... Peut-être pas seulement au Congo, je pense aussi à la façon dont on gère les choses et comment on peut dire aujourd'hui ce qui s'est passé au Congo et ce qui continue encore à se passer. Alors David Pessio, est-ce qu'on a bien fait de recevoir le président Tshisekedi pendant une semaine, comme ça partout, du port d'Anvers au gouvernement bruxellois, en passant par l'Union wallonne des entreprises Je pense que le Congo, c'est pas la première fois qu'il essaie d'avoir des relations avec la Belgique apaisées. Et le problème qu'il y a eu trop souvent avec la relation entre la Belgique et le Congo, c'est le paternalisme et le néocolonialisme. Donc, par exemple, les comportements d'abord du ministre de Gucht il y a 10 ans et puis de Reinders étaient empreints d'une sorte de... Voilà, on va vous dire comment ça doit se passer au Congo. Et quand je discute avec les Congolais, en tout cas les Congolais que je connais, ils sont assez choqués sur la manière dont la Belgique continue à se comporter. On ne parle pas d'égal à égal, c'est ça que Non, il n'y a pas de relation d'égal à égal. Donc moi, je trouve positif s'il y a des relations d'égal à égal qui se rétablissent et qui se font sur un pied d'égalité. Parce que je veux quand même dire... Avant d'avoir rendu tout ce qu'on a pris au Congo, il faudra encore longtemps. Donc je crois qu'on a une dette vis-à-vis du Congo en tant que Belgique et que donc on doit être extrêmement attentif à ne pas donner et faire la leçon aux Congolais comme on l'a fait trop souvent. On doit apporter la coopération, on doit aider les gens, on doit faire tout ça. C'est un pays qui va mal. Donc c'est un pays qui va mal, mais il va peut-être mal aussi parce que la Belgique a eu aussi des intérêts trop longtemps qui étaient des intérêts marchands. Il suffit de regarder ce qu'on fait au niveau des mines au Congo aujourd'hui. Oui, on est quand même parti il y a longtemps. Non, mais on continue, Jean-Marc Nollet, il y a encore des relations. Encore des relations. C'est pas que la Belgique moins d'État-État, mais de relations privées. Des relations économiques. Oui. Moi, j'ai envie de dire 2 choses. D'abord, pour accrocher à ce qui vient d'être dit, dans la déclaration de politique gouvernementale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a tout un passage sur l'histoire coloniale et le rôle que la Belgique a eu et le fait de devoir l'intégrer dans les socles de compétences qui sont transmis à tous les enfants. Parce qu'effectivement, ça peut être surprenant, mais ça fait partie de notre histoire et de leur histoire et on doit pouvoir en parler. Et j'aimais beaucoup, même si c'est d'ordre symbolique, l'idée des 2 pages. Il y a la page société civile aussi. Et quelque part, par rapport à cette visite que moi je peux comprendre à un moment, parce que voilà, il y a quand même 100 000 Congolais qui vivent aussi en Belgique, et puis on a des relations, on a l'histoire et tout ça, c'est qu'en fait, dans cette visite un peu officielle, il n'y a pas eu l'autre page. Où était la société civile, où étaient les rencontres entre la société civile belge et la société civile congolaise, et où était tout ce qui était au-delà de la présence du président. Et là, je trouve qu'on a raté cette page-là de la rencontre et de la semaine qu'on a eue ici. On était vraiment dans une visite officielle. Trop. Karim Fadoul, vous vouliez ajouter on retrouve la même chose quand on parle de la France et de l'Algérie. C'est exactement la même chose par rapport à l'enseignement, à la transmission de ce qui s'est passé. Cette relation difficile entre colonisés, anciens colonisés et colonisateurs. Exactement, même si il y a eu la dépendance il y a très longtemps, mais on sent qu'encore 40, 50, 60 ans après, c'est toujours compliqué. C'est la nouvelle définition de société civile de Jean-Marc Nollet, qui est en fait la population. Oui, mais c'est sur les acteurs aussi, parce que il y a des associations, des regroupements très puissants aussi là-bas. Hein. C'est pas juste le citoyen lambda qui est par ailleurs impliqué aussi. Vous parlez de société civile. J'ai une question pour vous, Jean-Marc Nollet. Pourquoi quelqu'un de la société civile peut être ministre chez Écolo, et c'est le cas de Céline Tellier, mais par contre, elle ne peut pas être coprésidente d'Écolo comme aurait pu être Isabelle Potier à Bruxelles? Elle peut tout à fait l'être. La seule chose, c'est que pour être coprésident, il faut être membre depuis 6 mois. Donc quelqu'un qui vient de la société civile peut être membre après, mais il y avait une ambiguïté, et c'est pour ça que ça a dû être traité par les instances juridiques, pas par moi, de vérifier si elle a été désignée il y a plus de 6 mois comme candidate sur les listes. Est-ce que ça vaut pour membre? Et voilà, d'un point de vue juridique. Ça ne valait pas pour membre. Mais pour être ministre, c'est bon.
Oui, et maintenant, pour être président aussi, puisqu'il y a plus de 6 mois maintenant. Donc voilà. Oui, mais donc vous n'aviez pas bien préparé les choses alors avec Comment la ça Katabi, Comment ça vous n'aviez pas vu le point juridique. Vous savez, parfois entre le point juridique et le point politique, moi je fais plus de politique, mais bon, voilà, c'est comme ça, on a fait avec. Comme oui, alors en 2 mots, je voudrais quand même qu'on parle, même si on n'a pas le temps de passer un reportage, mais sur cette histoire de l'eau, parce que ça intéresse beaucoup de gens, la distribution de l'eau dans les restaurants, est-ce que ça doit être gratuit ou pas? Alors David Pestiot, je vous pose d'abord vous la question, est-ce que vous trouvez qu'on doit aider à cette idée que l'eau soit gratuite sur les tables de restaurants à Bruxelles, comme ça se fait en France, aux États-Unis ou dans plein d'autres capitales européennes? Oui. Oui. Oui, je crois que c'est une bonne idée. Je pense que c'est quand même. Tant pis si Horeca dit ça coûte trop cher. Mais je crois qu'il y a d'autres choses à faire pour l'Horeca. Je veux dire, si il y avait moins, par exemple, d'emprise d'AB InBev sur certains cafetiers, ça irait déjà mieux pour les cafetiers. Donc de l'eau et moins de bière. Non, pas moins de bière. Une bière à pas un prix tel qu'il est, à moindre prix en tout cas, parce que pour l'instant les marges. Bières à 25 centilitres, à 30 centilitres, oui, à 33 centilitres. Ça, je vais laisser ça aux buveurs de bière. Moi, je bois pas de bière, mais en tout cas de l'eau, je trouve que c'est élémentaire. Dans beaucoup d'endroits que je vais dans d'autres pays, il y a de l'eau et je trouve ça absurde que c'est pas payé. C'est la moindre des choses. Et vous, Jean-Marc Nollet? D'abord, vous remercier parce qu'on est accueillis ici avec de l'eau gratuitement offerte et certainement de l'eau du robinet. Oui. Parce que l'enjeu, il est là. Non. Non, si, bon. Si, c'est de l'eau du robinet un peu distillée. En tout cas, on est accueillis. En tout cas, on est accueillis et on vous en remercie. Même si une bière ici, bon, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Plus sérieusement, je pense qu'il faut revenir au fait que l'eau est un bien commun auquel tout le monde doit pouvoir avoir accès. On parle du monde, on parlait de l'Afrique il y a peu, c'est le cas, mais aussi chez nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas accès encore couramment à l'eau, ne fût-ce que pour se laver tous les jours ou prendre leur douche, etc. Et sur l'aspect restaurant, parce que ça c'est un autre volet, nous voulons développer, nous, effectivement, la possibilité d'avoir de l'eau. En Wallonie, c'est dans l'accord de gouvernement, de l'eau gratuite, comme ça existe en France. Et ce n'est pas contradictoire avec le développement de l'Horeca, au contraire, je dirais même. Certains, dans l'Horeca, font payer les morceaux de beurre ou les rondelles de citron. J'ai vu aussi... oui, ça c'est en France. Oui, je sais bien. Mais donc, je pense, moi, en tout cas pour ce qui concerne l'eau, c'est pas une exagération et ça pourrait même ramener dans les restaurants des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter une grande bouteille de vin, mais en sachant qu'ils n'ont que leur plat à payer, eh bien pourraient venir effectivement dans les restaurants. Vanessa Lhuillier. Alors moi je suis française, donc forcément j'ai cette habitude aussi d'avoir de l'eau gratuite au restaurant. C'est quelque chose qui choque pas mal de Français quand ils viennent, enfin de la famille quand ils viennent à Bruxelles effectivement. Je pense que c'est tout à fait faisable. En plus, souvent l'aspect économique qui est invoqué par les restaurateurs, c'est de dire que cette eau n'est pas gratuite, qu'en fait ça va leur coûter plus cher, etc. Mais c'est faux au final, parce que là, ils sont avec des contrats aussi avec des sociétés qui amènent les bouteilles, qui les récupèrent, alors que sinon, ils ouvrent simplement leur robinet. Ça leur coûtera de toute façon il y a quand même d'autres pays où on paye le pain. Il y a des pays où on paye le pain, il y a des pays où on paye les couverts. Donc, voilà, chaque pays a ses règles. Mais il y a autre chose, c'est que l'eau fait partie, l'eau qu'on vend en bouteille fait partie du mix qui est le revenu du restaurateur. En France, j'ai regardé, les desserts sont systématiquement au-dessus de 7-8 euros. Eh ben, ce sera bientôt le cas à Bruxelles. Donc, on paye... Non, mais on paye pas moins cher. Tu payes quand même moins cher qu'au restaurant. Sylvie Losberg, pour terminer là-dessus, s'il vous plaît. Il faudrait boire un peu plus d'eau, s'il vous plaît. Allez, Sylvie Losberg. De l'eau qui est un élément indispensable à la vie de tout le monde. Donc là, donc une question par rapport au restaurant, c'est un fait. Mais moi, je voudrais quand même vous interpeller sur la réduction de l'eau pour les personnes qui sont précarisées. On a, en tout cas en tant que Conseil des femmes, des indications très claires que beaucoup de chefs de famille monoparentales n'ont pas d'eau. Elles n'ont pas d'eau chez elles ou elles ont un tout petit peu d'eau et pour pouvoir remplir une gourde ou pour pouvoir laver les enfants, c'est la croix et la bannière. Moi, je trouve que dans un pays comme le nôtre, c'est inadmissible parce que l'eau, ça doit être réparti pour tout le monde, ça doit être gratuit en fait, il n'y a pas de raison. On peut évidemment essayer de voir si les infrastructures, il faut payer Vivaco, etc. Mais je trouve que faire ça dans un pays comme le nôtre, moi je ne trouve pas ça admissible. Et je me demande s'il y a quelque chose... Il faudrait un minimum gratuit, quoi, c'est ça. Oui, et un minimum pas sérieux, pénaliser les pauvres. En un mot, rapidement, je suppose que vous allez être d'accord, David Pestiot. On est d'accord, et ce qui est inquiétant, c'est le fait que de plus en plus,
on va avoir, on démarre, notamment à cause de l'Union européenne, on veut avoir le coût payant, on essaie de faire payer l'eau beaucoup plus, et donc c'est dangereux ce qui est en train de se passer, et on doit vraiment faire attention, en particulier à Bruxelles, où l'augmentation de l'eau est sur l'agenda politique. Donc ce sera un enjeu, parce que c'est vrai, ce que vous dites, il y a des gens à qui on coupe l'eau, et c'est dramatique. Dramatique, j'en ai rencontré, c'est vraiment dramatique. Jean-Marc Nollet, vous voulez augmenter le prix de l'eau à Bruxelles chez Colo? Non, mais moi je veux revenir sur le dernier élément. Moi je pense, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par ça, que c'est prioritaire par rapport à la question de l'eau dans les restaurants. L'eau est un bien nécessaire pour tout un chacun. Les coups de cœur à présent. On commence par Sylvie Losberg qui veut nous parler des Goscinny, père et fille. Oui, et donc c'est un roman graphique sur René Goscinny, par Catel, qui est formidable dessinatrice, et c'est au fond la rencontre entre Anne, la fille de René, et son père. Bon, vous savez que René Goscinny est mort quand elle avait 9 ans, et elle retrace l'histoire de sa famille à partir de ce moment-là. Il est parti, mais dans le livre, on le voit grandir. C'est absolument merveilleux, je vous le conseille, c'est un petit bijou, et en plus, c'est un personnage qui s'appelle le petit Gaulois, puisque c'est quand même René Goscinny, c'est Astérix, mais c'est aussi le petit Nicolas, etc. Ouais. Donc formidable. Marcel Sell, un autre livre. Alors moi c'est à ma famille Salka Simon Herschel, donc c'est une personne privée qui est partie à la recherche de la photo de son grand-père disparu dans la Shoah, parce que même la photo on la trouvait pas, et il raconte sa recherche. C'est une initiative privée, donc on le trouve uniquement chez Filigrane pour l'instant, mais voilà, c'est très émouvant en fait. Alors Vanessa Lullier veut nous parler d'un nouvel humoriste. Voilà, donc qui s'appelle effectivement Charles Nouveau, donc c'est un Suisse, il n'y en a pas souvent, mais bon voilà, ils savent aussi rire. Il sera en spectacle. Les Belges aussi, hein. Il sera donc en spectacle le week-end prochain, donc c'est les 27 et 28 au Kings of Comedy Club à XL, et c'est très drôle. Très bien, et vous Karim Fadoul, vous allez faire moi c'est les jambes. Vous allez faire vos courses pendant la nuit. La course, c'est plutôt courir, c'est pour ceux qui aiment le running. C'est ce soir, hein. C'est ça, ce soir, samedi soir à 21h45, le Brussels Night Run, si vous voulez courir et découvrir le centre-ville équipé d'une lampe torche sur le front. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir faire ça. Alors moi, je voudrais vous montrer en exclusivité les couvertures des 2 prochains livres de 2 de nos experts. Tout d'abord, Sylvie Losberg, ça s'appelle Madame S, c'est chez Slatkin et c'est l'histoire de Madame Sternel, mais on ne peut pas en dire beaucoup, mais en une phrase. Juste un pitch en une phrase. C'est une femme qu'on connaît comme une putain et qui est tout sauf ça. Voilà. Voilà, c'est assez simple. Et vous, Marcel Sell, c'est un livre qui va aussi sortir bientôt, dans le courant du mois d'octobre. Ça s'appelle Élise, c'est chez On Lit. C'est un roman ? Oui, c'est un roman. Deux personnes égarées dans la guerre, un prisonnier français, une jeune Allemande. Voilà. Élise d'un côté, Madame S. On en parlera beaucoup dans les semaines à venir. Merci à nos 2 invités d'être venus. Bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Il négociera en 2014